Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport automobile. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport auto et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. En ce mois de juin, consacré à l'endurance dans le sport automobile européen, j'ai décidé de vous partager, à l'occasion des 3 grandes courses qui nous attendent dans les prochaines semaines, les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring et les 24 heures de Spa, 3 histoires liées à ces circuits, ces mythes, ces légendes. En cette semaine des 24 heures du Mans, je vous propose un épisode spécial sur un acteur de ce circuit mythique. Il y a des enfants qui naissent avec une passion déjà ancrée dans le cœur, comme si les battements de leurs petits organes suivaient une fréquence mécanique. Jean Rondeau est de cela. Il vient au monde le 13 mai 1946, au Mans, dans cette ville paisible de la Sarthe, qui, une fois par an, rugit d'un vacarme métallique et devient le théâtre d'une épopée mécanique hors du temps. Il grandit littéralement de l'outillage des voitures de course, les lignes droites, les vrombissements, les drapeaux à damier, tout cela fait partie de son environnement naturel. À peine a-t-il appris à marcher que déjà, il rêve de vitesse, de carrosserie, de moteurs chantants. Son enfance est bercée par des récits épiques que lui transmettent les anciens, par des photos en noir et blanc des bolides d'avant-guerre, par les affiches des éditions passées, collées sur les murs des garages. Il traîne souvent autour du circuit, observe les mécaniciens à l'œuvre, admire les pilotes en combinaison. Il ne sait pas encore comment, mais il sait qu'un jour, lui aussi, fera partie de ce monde. À l'adolescence, il comprend que l'école ne sera pas son terrain de jeu favori. Il a besoin de concret, de métal, d'huile, de bruit. Il se forme à la mécanique, passe du temps en atelier, apprend à comprendre le langage des moteurs. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que piloter. C'est aussi construire, concevoir, donner forme à une idée. Il ne rêve pas seulement d'être un coureur, il rêve d'être l'artisan de sa propre machine. Dans la France des années 1960, le sport automobile est encore un monde fermé. Il faut des moyens, des relations, du soutien industriel. Les grands noms s'appellent Matra, Renault, Alpine. Pour un jeune homme sans fortune, sans réseau, sans appui politique, la route est barrée. Mais Jean Rondeau n'est pas de ceux qui se découragent. Il est à la fois inébranlable de ceux qui savent que leur destin ne se négocie pas, il se conquiert. À force d'abnégation, il parvient à se faire une place dans les paddocks. Il pilote quelques voitures en Formule Renault, montre de belles qualités, mais il n'a ni les résultats ni le soutien pour percer en monoplace. Alors comme souvent dans sa vie, il prend un chemin de traverse. Car Jean Rondeau n'est pas un suiveur, il est un bâtisseur. La fin des années 1960 marque pour Rondeau l'entrée concrète dans le monde des circuits. Il ne possède ni palmarès flamboyant, ni carnet d'adresses doré, mais il a cette ténacité discrète des passionnés. Ce n'est pas la trajectoire d'un futur champion du monde, mais c'est celle d'un homme qui ne renonce jamais. En 1972, il fait ses débuts aux 24 heures du Mans, au volant d'une Chevron dans les catégories prototypes. Il n'a pas les moyens des grandes équipes, mais peu importe. Le garçon du cru réalise son rêve d'enfant. Il prend le départ de son circuit, devant son public. Sa course se termine prématurément, mais il y a goûté. Il sait maintenant ce que c'est de courir au Mans. Il sait ce que c'est de tenir un volant toute la nuit, de foncer dans les lunaudières à pleine vitesse, les phares perçant l'obscurité. Mais plus encore que la course, c'est l'idée de concevoir une voiture qui l'obsède. Jean Rondeau observe, apprend, dissèque les prototypes des autres constructeurs. Il rêve d'une auto qui porterait son nom, d'une machine entièrement pensée pour les 24 heures du Mans, optimisée pour cette épreuve unique, cette course d'endurance, de souffle, de science et de nerfs. Ce rêve va prendre forme à l'orée des années 1970, grâce à des partenaires locaux, à quelques amis, à une poignée de mécènes de fortune. Ils fondent une petite structure artisanale dans la périphérie du Mans, un atelier exigu, des moyens limités, mais une ambition immense. Construire une voiture pour les 24 heures du Mans. Sa première création s'appelle la Inaltera, du nom de l'entreprise de papier peint lyonnais qui finance l'aventure. La voiture est profilée, légère, pensée pour l'endurance. En 1976, elle prend le départ des 24 heures du Mans. Contre toute attente, elle termine l'épreuve, et même en bonne position, 8e au général, première GTP. Un an plus tard, elle fait encore mieux, 4e au général et une victoire dans la catégorie GTP, et également la première voiture française du classement.
Jean Rondeau est également un précurseur. Sur les 3 voitures qu'il engage cette année-là, on a un équipage 100% féminin. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est déjà le début d'un miracle pour son aventure. Car Jean Rondeau vient de poser un jalon inédit dans l'histoire du sport automobile. Il est le premier constructeur français indépendant à battre les grandes écuries. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Quand Inaltera se retire du projet, Jean Rondeau ne se démonte pas. Il reprend l'atelier à son nom, fonde Automobile Jean Rondeau, une petite structure à l'ambition immense. Il veut non seulement concevoir sa propre voiture, mais aussi la piloter. Il incarne à lui seul le chef d'orchestre, l'ingénieur, le coureur, le stratège. Il n'est pas seulement rêveur, il est devenu un constructeur et il a les 24 heures du Mans dans le viseur. Dans le petit atelier de la zone industrielle du Mans, un bruit singulier résonne entre les murs, celui des rêves qu'on assemble à la main. Pas de chaîne robotisée, pas de laboratoire de soufflerie dernier cri, juste quelques mécanos passionnés, un constructeur têtu et une foi aveugle dans l'idée que l'on peut défier le monde avec l'ingéniosité et de l'huile de coude. Nous sommes à la fin des années 1970, désormais les voitures qu'il conçoit portent son nom, tout simplement Rondeau. Il a désormais la sienne, la M378, puis très vite la M379, plus évoluée, plus performante, mais toujours pensée pour le Mans. Car Jean n'a pas d'illusion, jamais il ne pourra rivaliser en Formule 1, ni même sur l'ensemble des épreuves du championnat du monde des voitures de sport. Il n'a pas d'usine, pas de budget, pas de logistique. Alors il concentre toutes ses forces sur une seule bataille, les 24 heures du Mans. Une fois par an, sur un terrain qu'il connaît par cœur, il peut frapper fort, il peut viser juste. Et pour cela, il mise sur l'intelligence, la simplicité, l'efficacité. Sa Rondeau M379 est un prototype léger, finement équilibré. Ce n'est pas la plus puissante, mais sûrement l'une des mieux pensées. Elle utilise un moteur de Ford Cosworth DFV, un V8 qui a déjà fait ses preuves en Formule 1 et qui est fiable sur la durée. La voiture est conçue pour ménager les pneumatiques, pour préserver la mécanique, pour consommer raisonnablement. Sur 24 heures, ce sont des détails qui font la différence. Autour de lui, Jean rassemble une petite équipe de fidèles, des ingénieurs qui acceptent de travailler dans des conditions spartiates, des mécanos qui dorment parfois sur place, des pilotes qui acceptent des cachets réduits mais qui croient en l'aventure, et surtout, il a une ville entière qui commence à suivre cette folle écurie locale. Il faut imaginer l'ambiance, d'un côté Porsche, armé jusqu'aux dents, avec ses 935, 936 et bientôt ses 956, des dizaines d'ingénieurs, des semi-remorques, des souffleries, de l'autre, Rondeau, avec ses notes griffonnées à la main, ses réglages à l'oreille, ses calculs faits au crayon sur une table d'atelier. C'est une opposition des styles, des mondes et des philosophies. Mais ce qui se trame lentement dans cet atelier discret du Mans, c'est une insurrection, car Jean Rondeau est en train de construire plus qu'une voiture, il est en train de bâtir une légende. Et cette légende, en 1980, va rentrer dans l'histoire. Le 14 juin 1980, au petit matin, la lumière blafarde se lève sur le circuit de la Sarthe. Le bitume fume encore, de la fraîcheur de la nuit. Les spectateurs, engourdis, reprennent vie. Les stands sont en ébullition. Dans les gradins, on commence à murmurer un nom qui jusque-là n'avait jamais dépassé les limites de la région, Rondeau. Ce jour-là, la France entière va découvrir un conte digne des plus belles histoires sportives. Un petit constructeur indépendant né au cœur du Mans et sur le point de réaliser l'impensable, battre les plus grands constructeurs du monde chez lui. La grille de départ de cette édition de 1980 est toujours impressionnante. Porsche aligne sa 908-80, pilotée par entre autres Jackie X, déjà quintuple vainqueur de l'épreuve. Les 935 et 936 sont prêtes à dévorer la piste. Du côté de Jean Rondeau, deux 379B sont engagés. L'une, la 16, est confiée à Jean Rondeau lui-même, en duo avec Jean-Pierre Josso, vétéran, rapide et expérimenté. L'autre, la numéro 15, est aux mains d'Henri Pescarolo et Jean Ragnotti. Dès les premiers relais, la voiture numéro 16 s'installe dans le groupe de tête. Pas de coup d'éclat, pas de panache superflu, mais une régularité chirurgicale, une fiabilité impressionnante et une stratégie parfaite. Rondeau et Josso roulent proprement, évitent les pièges de la nuit, gèrent l'usure avec perfection.
La météo capricieuse joue les troubles fêtes, des averses viennent bousculer les écarts. Sur la piste grasse, les grosses cylindrées glissent, les puissants prototypes luttent pour garder le cap, mais la Rondeau, plus légère, plus agile aussi, fait des merveilles. Il y a Josso qui prend des relais héroïques, et Rondeau qui est très méticuleux, concentré, presque un félin dans sa conduite. Au petit matin, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. La Rondeau numéro 16 est dans le groupe de tête. Le public local retient son souffle. Dans les stands, c'est la tension d'une centrale nucléaire. Tout peut encore basculer. La mécanique est à bout. Le moindre incident peut ruiner l'exploit. Mais la voiture tient bon. Les arrêts sont parfaits. Les relais maîtrisés. Josso, trempé jusqu'aux os, multiplie les relais sous la pluie, pendant que Rondeau court d'un tableau à l'autre, les yeux cernés, mais l'esprit clair. Le dernier relais est lancé. La M379B file vers l'histoire. Malgré une erreur de pilotage à quelques minutes du drapeau à damier, à 16h, le drapeau s'abaisse, la foule explose, Jean Rondeau et Jean-Pierre Josso viennent de remporter les 24 heures du Mans. Et en tête, la poursuite va tourner court. La piste a séché, Josso, avec ses pneus lisses, conserve son avantage, la Rondeau a gagné. Première la 16, deuxième la 9, troisième la 17, 2 Rondeaux sur le podium. Une clameur déchire l'air, un constructeur pilote a gagné la plus grande course d'endurance du monde avec sa propre voiture. C'est une première et ce sera une dernière. Jamais, ni avant, ni depuis, un homme n'a réalisé cet exploit. Jean Rondeau entre dans la légende à cet instant précis. Il n'a pas seulement battu Porsche, il a battu l'ordre établi, les lois de la logique, les certitudes de l'ingénierie moderne. Il a gagné avec le cœur. La victoire de 1980 aurait pu être un point d'orgue, une apothéose, une fin heureuse à une histoire hors du commun. Mais Jean Rondeau, lui, ne l'entend pas ainsi. Il n'a pas gagné pour s'arrêter, il a gagné pour exister, pour pérenniser son écurie, pour prouver que ce n'était pas un miracle, mais le fruit d'un savoir-faire français capable de rivaliser avec les géants. Dès le lendemain de sa victoire, il se remet au travail, mais très vite, la réalité le rattrape. En 1981, la vie de Jean Rondeau devient un combat permanent, combat contre les normes techniques, contre les règlements changeants, contre les moyens financiers insuffisants, contre l'usure psychologique d'un homme qui porte tout sur ses épaules. Le règlement du championnat du monde d'endurance évolue, la fédération internationale modifie ses catégories, introduit la nouvelle classe C. Rondeau, avec ses ressources limitées, doit adapter ses voitures à la hâte. La M382 voit le jour, puis la M482, mais à chaque fois, les ajustements sont un casse-tête d'ingénierie et de compromis. Et surtout, les puissances en place commencent à refermer les rangs, la CO semble lui tourner le dos, la FIA refuse à plusieurs reprises de classer Rondeau dans certaines catégories ou de lui accorder les points nécessaires au championnat. En 1982, ironie cruelle, Rondeau aurait dû remporter le championnat du monde des constructeurs d'endurance. Ses voitures ont brillé toute la saison, ses pilotes ont multiplié les performances. Mais à la dernière course, la FIA change les règles. Les points des constructeurs ne sont attribués qu'à ceux engagés directement par une structure d'usine. Rondeau, constructeur privé, est exclu du classement. Porsche, encore et toujours, rafle le titre. Jean est écœuré, il comprend que l'établissement ne lui pardonne pas son audace. Il a dérangé l'ordre. Il a gagné une fois, c'était tolérable, mais gagner une deuxième fois, un titre mondial inacceptable. Il est le trublion qu'on doit faire taire. Malgré tout, il persévère, il tente d'évoluer ses voitures, de décrocher de nouveaux soutiens. En 83, il engage plusieurs M482 au Mans, mais les résultats ne suivent plus. Les voitures manquent de fiabilité, les abandons s'accumulent, l'argent commence à manquer. Il vend ses voitures à des équipes privées, tente de maintenir une activité avec des engagements ponctuels, mais l'aventure Rondeau n'est plus que l'ombre d'elle-même, et le rêve se fissure. Il se reclassera encore personnellement 8e des 1000 km de Spa avec la M382 en 1982, ainsi que 16e des 24 heures de Spa la même année. À l'automne 83, dans les ateliers de la zone industrielle du Mans, le silence devient pesant, les mécanos sont partis les uns après les autres, les commandes se font rares, l'odeur d'huile chaude et de gomme fondue a laissé place à celle du métal froid. Jean Rondeau continue de venir chaque jour, mais il le sait, l'aventure touche à sa fin. Les dettes s'accumulent, les fournisseurs attendent d'être payés,
les espoirs du retour au plus haut niveau se sont évaporés. Le monde de l'endurance, toujours plus professionnalisé, toujours lié aux grands constructeurs, n'a plus de place pour les artisans. Le Mans, paradoxalement, n'a plus de place pour son plus beau rêve. Et pourtant, malgré les coups, malgré les déceptions, il reste debout. Il cherche un nouveau projet, une relance. Il parle d'un moteur atmosphérique V8 pour concurrencer les turbos. Il parle d'éventuels partenaires. Il n'a pas renoncé, pas encore. L'artisan constructeur Manceau cherche à se diversifier. Il réalisera une Formule Ford qui brillera sur tous les circuits de l'Hexagone, remportant d'ailleurs le championnat de France dès sa première année en 1984. Il participe également à l'édition de la spéciale Mancel en 1984 avec Porsche où il finira deuxième. Mais le destin ne lui laissera pas le temps d'écrire plus longtemps son histoire. Le 27 décembre 1985, par une matinée glaciale, Jean Rondeau roule sur une route nationale près du Mans. La visibilité est mauvaise, un train traverse sur un passage à niveau mal signalé. Jean Rondeau n'a pas le temps de s'arrêter. Sa voiture est fauchée de plein fouet. Jean Rondeau meurt sur le coup. Il avait 39 ans. La nouvelle secoue le monde du sport automobile, pas parce qu'il était encore sur le devant de la scène, mais parce que son nom, même effacé des feuilles des temps, restait gravé dans les cœurs. Au Mans, c'est un choc immense. Le gars du coin, le petit prince de la Sarthe, est parti sans bruit. L'homme qui avait tout osé, tout risqué, tout perdu, s'en est allé comme il a vécu, vite et sans retour. On aurait presque pu penser que l'histoire s'arrêterait là, mais au Mans, une histoire ne meurt jamais vraiment. Des années ont passé, le sport automobile a changé de visage, les écuries sont devenues des multinationales, les voitures des prototypes bardés d'électronique et les circuits des vitrines technologiques. Mais à chaque mois de juin, au moment où les moteurs grondent sur les hunaudières, une mémoire revient flotter dans l'air du Mans, celle de Jean Rondeau. Parce qu'il ne fut pas seulement qu'un pilote ou un constructeur, il fut une idée, celle que l'audace pouvait triompher, celle qu'un homme seul, ou presque, pouvait écrire une page de l'histoire avec du courage, du génie et beaucoup de sueur. En 1980, Jean Rondeau n'a pas seulement remporté une course, il a prouvé qu'on pouvait encore rêver, il a rappelé à tous que Le Mans était aussi fait pour les fous, les idéalistes, les artisans, les francs-tireurs. Il a offert à la Sarthe son plus beau conte, et ce conte, aujourd'hui, on le raconte aux enfants des écoles du coin, à ceux qui passent devant l'ancien atelier, à ceux qui posent une main émue sur la Rondeau M379B exposée au musée des 24 heures. Et puis il y a ce chiffre, 1980, gravé dans le marbre, année mythique, la seule où un homme a remporté les 24 heures du Mans avec une voiture portant son nom. Une page unique, une étoile solaire dans l'histoire de l'automobile mondiale. Aujourd'hui, Jean Rondeau n'est plus sur les lèvres des fans de sport automobile du dimanche, mais dans les paddocks, chez les passionnés, dans les tribunes du Tertre Rouge, il reste un symbole, celui de l'impossible devenu réel, un constructeur, un pilote, un homme libre, un rêve devenu victoire. Et en cette semaine de 24 heures du Mans, j'espère que, en regardant la course depuis chez vous, ou en profitant sur place, tout au long du circuit des 24 heures du Mans, vous aurez une pensée émue à celui qui a un jour tout bravé pour triompher, Jean Rondeau. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à la légende de Jean Rondeau. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à le noter et le commenter aussi si vous le voulez. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.